Puis après, ça a été la guerre, le front, les camps de prisonniers. Vous êtes resté combien? Un an et demi prisonnier, 2 tentatives d'évasion. La 3e réussie. C'est ça. Après, vous allez vous reposer dans le sud de la France, je crois que c'est à Saint-Tropez. J'ai pris 2 temps de repos. La première, le hasard a voulu que une évasion qui aboutissait au passage de ce qu'on appelle la zone occupée, puisque nous sommes encore en décembre 1941, de la zone dite libre, on va mettre des guillemets, c'est fait dans le Jura, où je n'étais jamais allé de ma vie, mais où je connaissais une famille, par relation familiale ancienne. Je me suis arrêté là. C'était comme une sorte de, comment dirais-je, de mendiant, habillé je ne sais comment, j'arrivais d'Allemagne, bon, et j'ai été reçu délicieusement. J'y suis resté le temps de bien me retaper en buvant du lait frais, en discutant avec la mère et les 2 filles qui se trouvaient là, qui sont naturellement restés des amis très chers. Et aussitôt après, je suis parti pour Saint-Tropez. Vous savez, il ne faut pas confondre, ce n'est pas le Saint-Tropez d'aujourd'hui. C'était un délicieux petit village pour les pêcheurs et pour les peintres. Et pourquoi est-ce que j'ai là? C'est parce que des amis de mes parents, qui étaient une famille juive, Lévi d'Espa, c'était un double nom, m'ont accueilli, m'ont dit, mais venez chez nous. Si bien que j'ai passé les premières semaines de liberté un peu enivré dans cette famille-là. Et voilà, vous me posez la question, à mon retour, voilà ce que j'ai fait. C'est fin 41. Mais alors, ça nous ramène ça maintenant début 42. Oui, début 42. Ça nous amène début 42. Oui, vous êtes donc dans une famille de juifs aisés, apparemment, dans ce petit village à l'époque de Saint-Tropez. Oui, des gens qui ont quand même... Qui ont de l'argent, etc. Des gens qui ont beaucoup souffert par la suite. Et même leur fils, enfin le frère qui était là, s'est engagé dans la RAF et a été tué au-dessus de Malte. C'est une famille qui a été détruite, quoi. Et pourtant, vous allez après à Vichy. Oui. Et pourquoi, alors qu'il y a le gouvernement de capitulation, qu'il y a eu les lois anti-juives, vous allez à Vichy? Pourquoi vous n'allez pas à Londres ou à Alger? Je vous pose la question. Vous me dites les lois anti-juives. Il s'agissait des lois anti-juives, ce qui ne corrige rien et ne pardonne rien. C'était une législation contre les juifs étrangers dont j'ignorais tout. Car dans tout ce que je vois, dans tous les commentaires qui sont faits, on oublie toujours que pendant toute cette période-là, j'étais prisonnier en Allemagne. Et que m'étant évadé 2 fois en vain, j'avais fait pas mal de stages en prison. Pas simplement prisonnier de guerre, mais en prison tout court. J'étais à 100 lieues de connaître ces choses-là. Et quand je me suis trouvé chez les Lévi d'Espa au début de 1942, ils m'en ont pas parlé. Mais alors, quand avez-vous appris l'existence de ce statut, l'existence des camps de concentration, des camps d'extermination, ça on l'a su plus tard? Pour les camps de concentration, j'étais comme tous les Français informés, je ne savais pas grand-chose. En 42? Oh, non, mais beaucoup ont appris tout cela. Vous pourrez lire ça dans des textes de très grands résistants, et aujourd'hui même dans la bouche de quelques très importants résistants gaullistes, dirigeants du RPR. J'ai là quelques citations, mais oui, j'ai rien apporté, comme ça. Mais vous les retrouvez facilement, dans lequel disait, moi j'ai appris ça en 1944. Ce degré de sauvagerie, cette barbarie qui était inimaginable. Alors on continue? Mais oui, on continue. À Vichy, vous entrez... Si vous avez le temps. Oui, moi j'ai le temps. On va passer la nuit parce qu'il y a Jean-Luc Delarue qui nous attend tout à l'heure, mais vous entrez dans un service de documentation. Et on raconte, vous faites des fiches. Vous les rédigez vous-même? Je ne sais pas. Non, c'était... Des fiches sur, on dit, les communistes, les francs-maçons, les gaullistes. C'est ça? C'est un sujet de plaisanterie, ça. Si c'était un sujet sérieux, je comprendrais bien. Le responsable de ce service était un personnage haut en couleur qui a commencé par me dire, surtout, si vous venez chez moi, il faut faire tout le contraire. Et son nom, Favre de Thierrens, qui un peu plus tard s'est retiré dans son pays près de Nîmes, où il est devenu un peintre très estimé et un résistant
très respecté. Mais à ce moment-là, donc, mais oui, à ce moment-là, vous ne faites pas de la résistance encore. C'est pas un début du double jeu. La résistance à cette époque, il faut avoir de la chance pour rencontrer des résistants. Il y en a quand même. Et je rencontre précisément là Suzy Borel, qui deviendra Madame Georges Bidault, Bernard de Salvon, qui était un diplomate de talent et très courageux, Léon Rollin, l'ancien patron de l'agence Havas, l'un de ses collaborateurs qui s'appelait Nègre, et quelques hommes de ce genre qui étaient dans la haute administration de Vichy et qui étaient des résistants dans l'âme et qui préparaient la suite. C'est-à-dire qu'il y avait des résistants ou des résistants potentiels à Vichy. Il y avait des résistants réels. Et est-ce que vous n'avez pas... Quelle idée vous faites-vous de ces... Non, moi, puisqu'on entend ce qu'on lit, etc. Donc il faut y répondre. C'était aussi anarchique que ça, c'était une pétrolière. Et naturellement, à peine Pétain a-t-il été désigné, ou s'est-il emparé du pouvoir, en liquidant la République au passage. C'était un vieillard qui avait déjà 84 ans, et qui n'avait pas une très grande présence. Et se sont engouffrés par toutes les brèches possibles, tous les gens d'extrême droite qui avaient des comptes à régler avec la République, ou qui voulaient assouvir leur passion, comme l'antisémitisme, ce qui a été le cas de Xavier Valade, d'Arquet de Pellepot et de quelques autres, qui ont pris un pouvoir inconsidéré. Et à côté de ça, il y avait beaucoup de ces hauts fonctionnaires, je vous ai cité quelques-uns de ces noms-là, qui étaient des gens impeccables au point de vue patriotique. C'est un choix politique que vous allez faire d'entrer dans la résistance? C'est une sorte de révolte patriotique? Ça correspondait à mes sentiments. Quand je dis choix politique d'opportunité... Tu parles d'une opportunité, hein. J'aurais bien voulu vous y voir. Hein. Je sais que c'est facile d'en parler, là, comme ça, froidement. Comme beaucoup, 55 ans après, ça c'est autre chose. Mais moi, j'aurais peut-être pas eu le choix. Ce n'était pas un lit de rose, mais c'était une vie passionnante. Non, ça s'est fait beaucoup plus par une sorte de pente naturelle. J'étais évadé donc de guerre, je fréquentais surtout mes anciens camarades de guerre ou qui s'étaient évadés comme moi, par les affinités naturelles qu'on recherche à cet âge. On parlait donc surtout de ça, on a commencé à organiser des évasions de nos camarades qui étaient restés dans les camps, on leur envoyait des faux papiers, on leur envoyait des itinéraires pour les bonnes routes ou des indications sur les chemins de fer allemands, les passages de frontières. Donc, peu à peu, alors ensuite, il faut fabriquer des faux papiers, alors on entre en contact avec les gens qui savent faire, c'est justement des résistants dans d'autres organisations. Ça se trouve comme ça, quoi. Et à ce moment-là, c'est pas De Gaulle ou les résistants qui sont à Londres qui vous ont influencé? Oh bien, on ne les connaissait pas. En 1942? Oh, pratiquement non. On savait qu'il existait, De Gaulle, naturellement. Mais je ne les connaissais pas. C'est une résistance qui se faisait comme ça entre... En France, ça s'est fait comme ça, vous savez. Oui. Et vous ne croyez pas qu'il y ait eu des centaines de milliers de gens qui faisaient cela, qui résistaient. Vous avez dit à Gisbert que vous n'aviez jamais flirté avec l'extrême droite, mais avec la droite, oui. Ils étaient de droite. C'était le milieu. Mais je vous ai déjà dit tout à l'heure que j'étais un produit, comme beaucoup de Français, de mon milieu, de ma société, de mon éducation. J'ai dit petite bourgeoisie dans une petite ville de province. Quelle appréciation vous portez? Naturellement, d'ailleurs, je ne m'en repens pas, parce que c'était des gens estimables et bienveillants. Mais enfin, politiquement, leur analyse était loin de celle que, depuis de longues années, moi, j'ai, et je combats pour une idéologie qui n'est pas la même. Et à ce moment-là, sans avoir le sentiment de les trahir, parce que je les aimais. Mais... Ça, c'est le résultat de ma réflexion personnelle. C'est pas si facile. Vous savez, beaucoup de gens ont fait le chemin inverse plus commodément, c'est-à-dire de la gauche à la droite. À ce moment-là, quel sentiment vous portez au maréchal Pétain, si vous vous en souvenez? À ce moment-là, on a beaucoup vécu sur l'idée, idiote, mais très répandue, que Pétain et De Gaulle étaient d'accord. C'était dans les camps. Vous voyez, dans les camps, il y avait des cercles Pétain. Et vous faisiez partie des cercles? Jamais. J'étais contre. Et j'ai mené une action pour refuser ce type d'adhésion qui, au fond, devenait elle-même idéologique, c'est-à-dire Pétain, bon,
C'était une couverture Révolution nationale, ça non. Donc c'est pour vous dire que les choses sont plus compliquées qu'on ne croit. Nous, on pensait, on disait, voyons, ce général et ce maréchal, qui étaient très amis, l'un était le parrain du fils du général de Gaulle, leur relation, l'un fait son travail là, l'autre le fait. Les déclarations du général de Gaulle ne donnaient pas l'impression qu'il y avait une collusion ou une complicité entre eux. Les déclarations du général de Gaulle, je ne sais pas où vous les auriez entendues, vous, spécialistes de la radio. Hein, ça ne se passait pas comme ça. Mais j'ai vécu sur cette hypothèse bête pendant un certain temps. Ça n'a pas duré. C'est ça. Et est-ce que vous pensez que vous avez fait le bon choix? Vous l'avez fait, vous êtes entré dans la résistance, vous dites presque que c'était la pente par glissement. Est-ce que vous l'avez, si j'ose, vous ne l'avez pas fait tardivement, comme d'autres, qui sont devenus après des patriotes ou des héros? Écoutez, rentrer en France fin 41, rentrer dans la vie civique dans du premier trimestre, en gros, hein, je résume en gros. Je ne me souviens pas très bien de tout ça, car ça fait quand même 53 ans. C'était pour moi quelque chose de tout à fait naturel, et j'ai commencé à me trouver mêlé à des organisations dès le mois de juin 1942. C'était à Montmort, une rencontre, à Pentecôte, ce que raconte très bien Péan. D'organisation, avec des gens intéressants d'ailleurs, et qui sont restés pour la plupart de très grands camarades. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, beaucoup ont disparu. C'est ce qui va devenir, avec d'autres, la résistance intérieure. Notamment, c'est d'ailleurs là qu'il y a eu les premiers maquis. Car les maquis ont été constitués surtout par les garçons qu'on voulait envoyer en Allemagne pour ce qu'on appelait la relève, c'est-à-dire pour remplacer des prisonniers de guerre. C'était un odieux marché contre lequel nous avons pris position. Mais c'était qu'à partir de 1943. Là, c'était déjà en 1942, parce que le leader de cette organisation, qui s'appelait Antoine Mauduit, qui est mort en déportation, dont je garde un souvenir très chaleureux, lui faisait ça avec des prisonniers évadés, qui étaient les premiers hors la loi, en somme. Et voilà comment les choses se sont faites. Est-ce que c'est à cause de votre origine familiale, votre petit milieu, et en même temps ce que vous avez vécu à ce moment-là, est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a une sorte d'opposition à De Gaulle que vous avez rencontré plusieurs fois par la suite? Et quelle date que la source de l'opposition qu'on a vue ensuite sur le plan politique et historique remonte à ce moment-là? C'est pas si clair que ça. Le premier heurt que j'ai eu avec De Gaulle, c'est aussi la première fois que je l'ai rencontré. C'est-à-dire au début décembre 1943, à Alger, Villa des Oliviers. Et là, De Gaulle, pour donner des directives aux organisations de résistance, celles que je contrôlais et celles qui étaient de mon milieu, avait adopté une attitude, je répète, de commandement qui me paraissait mal adaptée à la situation. Alors je le lui ai dit. Il ne me semble pas que vos plans soient bons et votre choix des hommes me paraît regrettable. Vous avez 27 ans 28, Eh bien, 27. ça c'était en 1943. 27 ans. Donc, je n'avais pas encore 27 ans. Mais donc, ça remonte un peu à cette période. Ah ben là, je me suis accroché avec lui. Mais je dois dire qu'il a réagi d'une façon assez noble, puisque quelques semaines après, alors que moi j'étais rentré en France, par les voies clandestines, j'y suis rentré le 26 février, début mars, Alexandre Parodi, qui était un homme tout à fait remarquable, qui était le délégué général, qui était chargé d'organiser les pouvoirs civils en cas de victoire, m'a fait dire que le général de Gaulle, fait que lui-même, m'avait choisi pour être un des 15 hommes qui seraient chargés de tenir la légalité tout le temps que le gouvernement, c'est-à-dire Comité national de libération d'Alger, et que le général de Gaulle lui-même serait empêché, le cas échéant, de revenir à Paris. Et quand, au moment que le 19 août au matin, j'étais un de ceux qui se sont emparés des bâtiments publics. Voilà, et quand maintenant vous célébrez tel ou tel anniversaire de la Libération, que vous parlez pas trop du général de Gaulle, est-ce que vous pensez à cette époque? Ça dépend de... Là, je sais bien, pas trop. Je ne parle pas du général de Gaulle quand il n'y a pas lieu d'en parler. J'en parle lorsqu'il est juste d'en parler. Bon, alors... Je n'en ai pas parlé au moment du débarquement de Normandie,
parce que les troupes françaises, en tant que telles, n'y étaient pas engagées. Pas le premier jour, en tout cas. Et pour des raisons que je comprends, mais enfin, telle est la réalité. Et en revanche, lorsqu'on parle de la France, de la libération de la France et des combats menés par les gens de la France libre, je parle toujours du général de Gaulle, car je ne suis pas quelqu'un d'injuste. Grâce aux historiens américains comme Paxton depuis quelques années, des livres passionnants qu'on avait interrogés récemment à la télé, et tant d'historiens français, il n'y a plus de censure pratiquement autour de cette période de notre histoire. Vous avez été témoin, vous avez été acteur. Il n'y a pas de censure, en tout cas, depuis les bientôt 14 ans que je suis là. Oui, mais le mouvement avait commencé, je veux dire, avant, parce qu'il y a des historiens qui ont voulu voir tel ou tel aspect. Ça a été assez longtemps difficile, parce qu'un des premiers éléments de la législation de l'après-guerre, c'était d'interdire d'évoquer un certain nombre de faits pendant 30 ans. Vous imaginez, ce n'était pas tenable pour les historiens. Vous voulez dire que c'est à cause de ça qu'en dehors de quelques exceptions grandioses, on a tous cru que nous étions 45 millions de résistants? Oh, je pourrais faire comme vous et sourire. Mais les vrais résistants, eux, savent très bien à quoi s'en tenir. C'est-à-dire? Ils se reconnaîtront dans ce que je viens de déclarer. Au bout du compte, quel est votre propre jugement sur le régime de Vichy? Est-ce qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui, pour vous, condamnables, et je veux dire, irréparables? Mais écoutez, ça fait combien de fois que je le dis? La première chose condamnable pour Vichy, c'est d'avoir tiré un trait sur la République, ce qui était un acte vraiment intolérable. Et c'est comme ça que s'est installé un état de fait, non pas le premier jour, au 10 juillet, mais le 11 juillet 1940. Ça, c'était déjà condamnable. Au début, alors je disais, c'était la pétrolière, c'est-à-dire un vieil homme derrière lequel s'infiltrait un tas de gens qui, eux, avaient depuis longtemps une idéologie, je ne dirais pas que Pétain n'en avait pas, hein, mais c'était pas un penseur. Et les gens qui se sont infiltrés là, des gens de Maurras, d'une certaine manière, Déa, bien d'autres gens très connus qui ont eu un sort contrasté. Par la suite, on en profitait pour faire une révolution qu'ils ont voulu appeler la révolution nationale. Eh bien ça, c'était détestable, parce que ça reposait sur un certain nombre de données qui étaient contraires à tout ce qui me paraît être le message de la République. Et puis il y avait il y a eu des crimes. Il y a eu des persécutions. Il y a eu des persécutions, oui, des crimes. Les crimes, ce sont surtout... Ce qui est criminel, c'est la première législation antisémite. Et ce qui est les crimes se sont surtout répandus lorsque le combat est devenu plus difficile, c'est-à-dire d'une part des maquis et d'autre part la milice. Mais quand vous dites tout à l'heure, il y avait ce personnage qui était âgé, puis il y avait les autres qui en profitaient, c'est-à-dire que vous le mettez de côté ou vous le mettez dans le même sac? Non, je dis simplement que c'était sous son autorité, il a laissé faire, qu'il a peut-être encouragé. Et de ce fait, sa responsabilité se trouve engagée. Vous le pensiez quand vous avez assisté, si j'ai bien lu, pendant 3 jours au procès de Pétain, vous pensez qu'il y avait sa responsabilité? Bien sûr, la responsabilité... J'ai assisté un jour, je crois, au procès Pétain. C'était... je pensais, oui, que Vichy avait nu aux intérêts de la France, c'est évident. Mais vous dites qu'il y a des choses condamnables. Vous le dites à titre personnel ou à titre de président de la République? Je n'ai pas à m'exprimer en tant que président de la République, c'est pas à moi d'écrire l'histoire de la France. Mais aux deux titres, personnel et public, c'est essentiellement condamnable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Pourquoi la République ne le condamne pas plus nettement? Comment? Il a toujours fait. Qu'est-ce que vous croyez qu'a fait De Gaulle? Qu'est-ce que vous croyez qu'ont fait les résistants de l'immédiate après-guerre? Savez-vous, tout ça, cette espèce de... On veut occulter ce qui s'est passé au lendemain de la guerre. Savez-vous qu'il y a eu 127 000 dossiers instruits contre des collaborateurs? Savez-vous qu'il y a eu 800 condamnations à mort exécutées au titre civil et 800, à peu près quoi, exécutions militaires par jugement. Donc 1650 personnes qui ont été fusillées, compte tenu d'un grand nombre de gens qui ont été tués par ceux qui s'étaient opposés aux patriotes dans la période de libération. C'est pas tout à fait rien, vous savez. La Haute Cour de justice s'est réunie tout aussitôt. Il y avait eu d'abord des cours martiales. Et donc il y a eu beaucoup de gens punis dans leur vie
est représenté aujourd'hui, comme ça on vient de découvrir, plus de 50 ans après, qu'il y a eu Vichy et qu'on a sanctionné. Ce n'est pas vrai. Et alors on pourrait se demander alors qu'ont fait les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais alors, encore une fois... Vincent Auriol, Coty, De Gaulle, Pompidou... Mais on n'avait pas toutes les indications historiographiques sur la période. Oui, mais enfin, pas tout sur tout. Oui, mais sur l'essentiel, oui. Encore une fois, pourquoi la République? Pourquoi la France ne demanderait-elle pas pardon des crimes et des horreurs qui ont été commises à cette époque-là, parfois en son nom? Non, la République n'a rien à voir à ça. Et j'estime, moi, en mon âme et conscience, que la France, non plus, n'en est pas responsable. Que ce sont des minorités activistes qui ont saisi l'occasion de la défaite pour s'emparer du pouvoir et qui sont comptables de ces crimes-là. Pas la République et pas la France. Est-ce que vous encouragez tous les historiens? Donc je ne ferai pas d'excuses au nom de la France.